Les premières lueurs de l'aube effleuraient à peine la silhouette de New York lorsque l'élégante voiture noire de Jason Blackwood s'arrêta devant son imposant immeuble de verre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 6h30, la majeure partie de la ville dormait encore, mais le sommeil était un luxe que Jason avait sacrifié depuis longtemps sur l'autel du succès. « Bonjour, monsieur Blackwood », lança le gardien de sécurité, sa salutation résonnant dans le hall en marbre. Jason ne prit pas la peine de répondre, son esprit déjà absorbé par les projections financières de l'hôpital Memorial, la dernière acquisition de son entreprise. Les plans de démolition du nouveau complexe de condominium de luxe attendaient sur son bureau, prêt pour son approbation finale. Un autre jour, une autre fortune à amasser. À 32 ans, Jason avait fait de Blackwood Enterprises un empire qui jetait son ombre sur Manhattan. Cet immeuble portait son nom, un 8e étant en construction. Mais ce n'était pas son nom que les gens murmuraient lorsqu'il entrait dans une pièce, c'était son surnom, Blackwood l'impitoyable. L'ascenseur privé l'emporta au 52e étage où son assistante, Margaret, attendait déjà, une tasse fumante de café noir à la main. Depuis 15 ans, elle était témoin de son ascension fulgurante, s'adaptant à ses exigences strictes et à ses humeurs imprévisibles. Votre rendez-vous de 9h avec les investisseurs pour les condos de luxe est confirmé, dit-elle en le suivant dans son bureau d'angle. L'équipe juridique a livré les contrats finaux pour votre signature. Jason acquiesça, posant sa mallette à côté d'un bureau qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Le soleil matinal scintillait sur les gratte-ciel dorés derrière ses baies vitrées, un royaume d'acier et de verre qu'il avait contribué à créer. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital, demanda-t-il d'une voix sèche en ouvrant les rendus architecturaux. Tous ont signé les accords de non-divulgation, répondit Margaret, sa voix trahissant un léger tremblement. Ils ont reçu l'instruction de ne pas informer le personnel de la fermeture avant le mois prochain. Jason plissa les yeux en étudiant les plans de ce qui allait bientôt devenir l'adresse la plus prisée de Manhattan. Là où se dressait actuellement un hôpital centenaire, un hôpital qui desservait des milliers de familles, allait bientôt s'élever 50 étages d'appartements de luxe, à partir de 12 millions de dollars chacun. « Monsieur », l'interrompit Margaret, « la sécurité a appelé. Il y a une situation inhabituelle dans le hall. » Jason ne leva pas les yeux. « Quoi que ce soit, occupez-vous-en. J'ai besoin que ces projections soient terminées avant. C'est la journée de visite des familles pour les employés, continua-t-elle avec hésitation. Apparemment, il y a eu une certaine confusion. Le léger ping de son ascenseur privé la coupa. Jason releva brusquement la tête. Personne n'utilisait cet ascenseur sans autorisation. Personne. La porte s'ouvrit silencieusement. Un instant, Jason crut que l'ascenseur était vide. Puis son regard descendit et il eut le souffle coupé. Deux petites filles identiques, aux cheveux roux flamboyants, sortirent main dans la main. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ans, toutes deux vêtues de robes blanches assorties avec des rubans roses dans les cheveux. Leurs yeux bleus vifs examinèrent son immense bureau sans la moindre trace d'intimidation, avant de se poser directement sur lui. « Monsieur Blackwood, » dit l'une des fillettes, sa voix fluette mais remarquablement assurée, « nous devons vous parler de l'hôpital de notre maman. » Margaret eut un léger hoquet de surprise, attrapant déjà le téléphone pour appeler la sécurité, mais Jason leva la main, l'arrêtant. Pour la première fois depuis des années, quelque chose l'avait véritablement surpris. Et dans son monde de manœuvres commerciales prévisibles et de risques calculés, la surprise était une denrée plus rare que les diamants ornant le cou de ses clientes. « Et qui ?» demanda Jason, posant son stylo avec une lenteur délibérée, « pourriez-vous bien être ?» Les jumelles se tenaient devant l'imposant bureau en acajou de Jason, leurs petites mains jointes comme des bouées de sauvetage. Malgré leur apparence identique, ils percevaient déjà de subtiles différences. L'une serrait plus fort la main de sa sœur, tandis que l'autre relevait le menton avec une détermination tranquille. « Allez-vous fermer l'hôpital de maman ?» demanda la plus hardie, sa voix étonnamment claire dans le bureau caverneux. Le regard de Jason se darda sur Margaret, qui chuchotait frénétiquement dans son téléphone. « Comment sont-elles montées ici ?» articula-t-il silencieusement. La voix du responsable de la sécurité crépita à travers le haut-parleur. « Monsieur, je suis tellement désolé. Elles ont dit à l'agent Davis qu'elles étaient vos nièces. C'est la journée de visite des familles, et avec tous les enfants qui passaient, elles ont été très convaincantes, monsieur. » Jason reporta son attention sur les jumelles, les étudiant plus attentivement. Leurs vêtements, bien que propres et soignés, montraient des signes d'usure.
Les rubans roses dans leurs cheveux étaient légèrement effilochés sur les bords. Ce n'étaient pas les enfants privilégiés qu'il avait l'habitude de voir. « Quels sont vos noms » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis Lily » dit celle qui avait parlé la première. « Et voici Lucie » ajouta-t-elle en serrant la main de sa sœur. Lucie, la jumelle plus silencieuse, sortit d'un petit sac à dos un morceau de papier de construction plié. Avec une cérémonie solennelle, elle s'avança et le posa sur le bureau de Jason. Jason déplia le papier et découvrit un dessin au crayon de cire représentant une femme dans un lit d'hôpital. L'artiste avait apporté un soin particulier au sourire de la femme, bien que le reste de son visage parût mince et pâle. De multiples perfusions, rendues avec un détail surprenant pour un enfant si jeune, la reliaient à des machines dessinées en bleu et vert. Il retourna le papier. Au dos, en lettres d'imprimerie enfantine et soignées, « Maman est en train de mourir d'un cancer. L'hôpital dit que le médicament spécial coûte trop cher. Nous pouvons aider à nettoyer votre bureau si vous ne fermez pas l'hôpital. » Quelque chose remua dans la poitrine de Jason. Une sensation si inhabituelle qu'il lui fallut un instant pour la reconnaître, de l'émotion, brute, à l'état pur. « Notre maman est infirmière, » dit Lucie pour la première fois, sa voix plus douce que celle de sa sœur mais non moins déterminée. Elle aide les gens malades à aller mieux. Mais maintenant, c'est elle la malade. Elle travaille très dur, ajouta Lily. Parfois, elle fait 2 gardes pour qu'on puisse avoir de la pizza le vendredi. Jason regarda les jumelles, momentanément sans voix, une situation dans laquelle il ne s'était pas trouvé depuis qu'il avait pris le contrôle de l'entreprise de son père à 32 ans. Ses enfants avaient cuidamment déjoué ces barrières soigneusement érigées, physiques et émotionnelles. Monsieur Blackwood, la voix de Margaret le tira de ses pensées, le conseil d'administration attend pour la conférence téléphonique et la sécurité monte. Annulez l'appel, interrompit Jason, sa voix étrangement calme, et dit à la sécurité de ne pas intervenir. Margaret se figea, la main toujours sur le téléphone. En 15 ans, elle ne l'avait jamais entendu annuler une réunion du conseil. Jamais. Jason fit pivoter son fauteuil pour faire face à la vue tentaculaire de la ville, cherchant désespérément à reprendre contenance. Mais alors qu'il se tournait, une larme, quelque chose qu'il ne s'était pas permis depuis des décennies, s'échappa et glissa sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais pas avant que Margaret ne l'ait vu. Sa bouche s'ouvrit sous le choc. « Monsieur, êtes-vous » ? « Je vais bien » lança-t-il, mais sa voix manquait de son tranchant habituel. Le souvenir l'avait assailli sans prévenir. Lui, à 7 ans, debout à côté du lit d'hôpital de sa mère, serrant un dessin similaire, tandis que son père se disputait avec les médecins au sujet de traitements expérimentaux qui coûtaient trop cher. Le même désespoir qu'il avait vu dans les yeux des jumelles avait été le sien autrefois, un sentiment qu'il avait enfoui sous des années de décisions commerciales impitoyables et de détachement émotionnel. Il se retourna vers les fillettes, qui l'observaient avec une intensité qui démentait leur âge. Dans leur détermination innocente, il reconnut quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, la conviction que dire la vérité au pouvoir pouvait faire une différence. « Parlez-moi davantage de votre mère » dit-il en se penchant en avant. « Tout. » Alors que les jumelles commençaient leur histoire, Margaret se glissa discrètement hors de la pièce, se demandant quel genre d'homme émergerait de cette rencontre inattendue. Pour la première fois en 15 ans, elle vit quelque chose dans les yeux de Jason Blackwood qu'elle croyait éteint depuis longtemps, de l'humanité. « Votre mère travaille à l'hôpital Mémorial » demanda Jason, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Depuis 8 ans. Elle aide les gens qui ont le cancer. C'est la même chose qu'elle a maintenant. » « Service d'oncologie » ajouta Lucie doucement, prononçant le mot avec une précision soignée, l'ayant manifestement entendu de nombreuses fois. Jason se renversa dans son fauteuil, les pièces du puzzle s'assemblant. Le service d'oncologie de Mémorial devait être la première victime de la transition, son personnel dispersé dans d'autres hôpitaux, ses programmes de recherche interrompus. Coût d'exploitation élevé, faible marge bénéficiaire. Une simple décision commerciale. Jusqu'à maintenant. « Comment saviez-vous que j'allais fermer l'hôpital » demanda-t-il. Les jumelles échangèrent un regard qui semblait contenir une conversation entière. « On a entendu les médecins parler » dit finalement Lucie. « Ils ont dit que l'homme de la tour de verre allait fermer l'hôpital. »« Maman ne sait pas qu'on sait » ajouta Lily précipitamment. « Elle pense qu'on est chez Tante Patty. Mais Tante Patty devait travailler, alors on est venu vous trouver à la place. Maman dit toujours qu'on doit parler aux gens, pas sur les gens.
expliqua Lucie avec la sagesse innocente d'un enfant. Alors on a décidé de vous parler. Jason sentit quelque chose bouger en lui, un glacier gelé depuis 25 ans qui commençait à se fissurer. Ses enfants, du même âge que lui lorsque sa mère avait été diagnostiquée, avaient fait preuve de plus de courage que la plupart des cadres avec lesquels il traitait quotidiennement. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il, soupçonnant déjà la réponse. « 6 ans, répondirent-elles à l'unisson, levant chacune 6 doigts. 6 ans. Le même âge qu'il avait lorsque sa mère était entrée à l'hôpital pour la première fois. 7 ans quand elle était morte. Traitement refusé pour des raisons financières, comme son père le lui avait expliqué cliniquement. Cette coïncidence, une mère atteinte d'un cancer, des filles jumelles du même âge que lui le frappa avec une telle force qu'il dut s'agripper au bord de son bureau. Monsieur Blackwood, Margaret était revenue, hésitant, incertaine, à la porte. Votre rendez-vous de 10 heures est là et Monsieur Walsh exige une mise à jour sur l'acquisition de l'hôpital. Jason regarda fixement les plans architecturaux sur son bureau, les condominiums de luxe qui remplaceraient l'hôpital mémorial. Le Penthouse seul se vendrait 30 millions de dollars. Un investissement judicieux. Mais en regardant les visages pleins d'espoir des jumelles, il ne voyait plus les marges bénéficiaires. À la place, il se voyait, à 7 ans, assistant aux funérailles de sa mère, tenant la main froide de son père et se demandant pourquoi l'argent comptait plus que la femme qui lui avait lu des histoires avant de dormir tous les soirs. « Annulez tout » dit-il brusquement en se levant. Pour les prochaines 48 heures. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Tout ? Mais monsieur, les investisseurs. »« Attendront » termina-t-il fermement. « Ces demoiselles et moi avons un endroit important où aller. » Il contourna son bureau et s'accroupit au niveau des yeux des jumelles, chose qu'il n'avait faite avec aucun être humain depuis ses 30 ans. De près, il pouvait voir les paillettes dorées dans leurs yeux bleus, la fine poussière de taches de rousseur sur leur nez. « Voudriez-vous m'emmener voir votre mère » demanda-t-il doucement. Les yeux de Lily s'illuminèrent. « Oui. Elle est dans la chambre 415. C'est au 4e étage. »« Je sais où est le 4e étage, » dit Jason avec l'ombre d'un sourire. « Je suis propriétaire de l'immeuble, souvenez-vous. » Lucie, la jumelle plus silencieuse, étudia son visage avec une intensité qui le fit se sentir transparent. « Allez-vous aider notre maman » Jason soutint son regard, se trouvant incapable de détourner les yeux de ses prunelles bleues inquisitrices. Elle semblait percer la façade soigneusement construite qu'il avait érigée pendant des décennies, voyant directement le garçon de 7 ans meurtri qui s'était promis de ne plus jamais être impuissant. « Je vais essayer » répondit-il honnêtement. C'était la première fois depuis des années qu'il faisait une promesse sans en calculer le retour sur investissement. Alors qu'il se relevait, Margaret croisa son regard, son expression un mélange de confusion et d'autre chose, du respect, peut-être. « Faites amener ma voiture » lui ordonna-t-il. « Et appelez le docteur Rivera Memorial. Dites-lui que je viens voir personnellement le cas d'Amanda Thompson. »« Comment connaissez-vous le nom de ma maman » demanda Lily, surprise. Jason tapota les plans de démolition de l'hôpital. « C'est mon travail de connaître tous ceux qui y travaillent, » dit-il. Ce qu'il ne mentionna pas, c'est qu'il avait mémorisé les noms de chaque chef de service qui serait affecté par la fermeture. Amanda Thompson, infirmière en chef d'oncologie, figurait sur cette liste. Alors qu'il guidait les jumelles vers l'ascenseur, Margaret lui tendit son manteau avec une expression perplexe. « Dois-je annuler demain aussi » demanda-t-elle à voix basse. Jason baissa les yeux sur les petites filles qui avaient cuidamment déjoué sa sécurité, son assistante et les murs émotionnels qu'il avait passé une vie à construire. « Oui » répondit-il. « J'ai le sentiment que cela pourrait prendre un certain temps. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur eux trois, l'homme d'affaires impitoyable et les filles jumelles d'une infirmière mourante, un trio improbable uni par un passé que l'un avait essayé d'oublier et un avenir que les autres craignaient d'affronter. L'hôpital mémorial se dressait au cœur de la ville depuis plus d'un siècle, sa façade de briques blanches et ses grandes fenêtres contrastant vivement avec les tours de verre élégantes que Jason fréquentait habituellement. Alors que sa voiture privée s'arrêtait à l'entrée, il remarqua des détails qu'il avait négligés lors de ses précédentes visites avec l'équipe d'acquisition. Les dessins d'enfants décorant les fenêtres, le petit jardin entretenu par des bénévoles, le banc usé par le temps où un homme âgé nourrissait les pigeons. « C'est ici qu'on vient voir maman », expliqua Lily en détachant sa ceinture de sécurité avec une aisance consommée. « Parfois, on doit attendre dans la salle des enfants si maman n'a pas une bonne journée », ajouta Lucie, sa voix douce mais pragmatique.
Jason sentit un pincement de quelque chose d'inhabituel en regardant les jumelles franchir l'entrée de l'hôpital avec l'assurance d'enfants qui avaient passé beaucoup trop de temps dans un tel endroit. Elles saluèrent le gardien de sécurité par son nom et firent un signe à la bénévole derrière le bureau d'information. « Bonjour les filles », lança la vieille bénévole, son sourire s'effaçant lorsqu'elle remarqua Jason. « Et qui est votre ami ?»« C'est Monsieur Blackwood », annonça fièrement Lily. « Il va aider maman. » Le visage de la femme pâlit. Jason Blackwood n'était pas inconnu du personnel de l'hôpital, le rachat imminent par son entreprise faisait l'objet de murmures inquiets depuis des mois. « Monsieur Blackwood est en visite aujourd'hui », dit Jason, mal à l'aise face à l'espoir dans la déclaration des jumelles. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Jason remarqua des têtes se tourner, des conversations s'arrêter. Un jeune médecin laissa tomber son presse-papier, une infirmière chuchota urgemment dans son téléphone. Au moment où ils atteignirent le 4e étage, ils soupçonnaient que la moitié de l'hôpital savait qu'il était là. « La chambre 415 est par ici », dit Lucy en tirant doucement sur sa main. Jason n'avait pas réalisé qu'elle lui avait pris la main, et ce simple geste, la confiance implicite, provoqua une autre fissure dans sa façade soigneusement entretenue. Le docteur Rivera les attendait devant la chambre 415. Son expression était un mélange de courtoisie professionnelle et de suspicion à peine dissimulée. « Monsieur Blackwood », dit-elle en lui tendant la main. « C'est inattendu. »« J'aimerais comprendre le cas de l'infirmière Thompson », répondit-il en gardant une voix neutre. Les yeux du docteur Rivera se portèrent sur les jumelles, puis revinrent sur Jason. « Peut-être devrions-nous parler en privé. »« Elles savent, » dit Jason doucement, « plus que vous ne le pensez. » Le médecin hocha la tête, son attitude professionnelle s'adoucissant légèrement. « Madame Thompson a un cancer du pancréas de stade 3 avec des métastases limitées. Elle a été diagnostiquée il y a 4 mois. Sa réponse au traitement standard a été moins qu'optimale. »« Quelles sont ses options ?» demanda Jason. « Il y a un nouvel essai d'immunothérapie qui montre des résultats prometteurs pour ces marqueurs génétiques spécifiques. 65% de chances de rémission. » Le docteur Rivera hésita. « Mais cela coûte 1,2 million de dollars et n'est pas couvert par l'assurance. » Sans cela, elle jeta un coup d'œil aux jumelles, baissant la voix. 8 mois, peut-être moins. Jason absorba cette information, son esprit calculant automatiquement les chiffres, le coût du traitement par rapport aux marges bénéficiaires de la démolition de l'hôpital. Des chiffres qui lui avaient semblé si importants autrefois lui paraissaient maintenant vides de sens. « On peut voir maman maintenant ?» interrompit Lily. Le docteur Rivera sourit doucement. « Elle se repose en ce moment, mais vous pouvez entrer discrètement. » Les jumelles n'eurent pas besoin d'autre invitation, se glissant dans la chambre avec l'efficacité silencieuse d'enfants qui avaient appris à se faire petites et discrètes dans les espaces adultes. Jason suivit, plus hésitant. La chambre d'hôpital était simple mais personnalisée. Un petit vase de fleurs sauvages, des dessins d'enfants scotchés au mur, un roman de poche usé sur la table de chevet. Amanda Thompson dormait, son corps paraissant trop petit même pour le lit d'hôpital étroit. Elle était pâle, ses cheveux roux, de la même teinte vibrante que ceux de ses filles, formant un contraste saisissant avec la tête d'oreiller blanche. Même dans son sommeil, il y avait une dignité en elle que Jason ne put s'empêcher de respecter. « Elle a une bonne journée aujourd'hui », chuchota Lucy en grimpant prudemment sur une chaise à côté du lit. « Regarde, sa respiration est douce. » Le docteur Rivera dit que le nouveau médicament pourrait la guérir complètement, ajouta Lily, prenant la main inerte de sa mère avec une infinie douceur. « Votre père » commença Jason prudemment. « Est-il » ? « Nous n'avons pas de papa, » déclara Lucy sans émotion. « Il s'appelait Kevin Wells » précisa Lily. « Mais il est parti quand maman allait nous avoir. »« Maman dit qu'il n'était pas prêt à être père » ajouta Lucy. « Mais elle était prête à être mère, alors elle nous a eu quand même. » Jason fit le calcul mental. Amanda devait avoir environ 28 ans à la naissance des jumelles. Elle les avait élevées seule tout en construisant sa carrière d'infirmière spécialisée. Elle travaille dans le service de cancérologie pédiatrique, dit fièrement Lily. Elle aide les enfants qui sont malades comme elle l'est maintenant. Jason se dirigea vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. En bas, des équipes de construction marquaient déjà les conduites souterraines pour la démolition prévue, première étape pour effacer cette institution centenaire et la remplacer par des condominiums de luxe. Un souvenir refit surface, les funérailles de sa mère, 35 ans plus tôt. La pluie, le silence de pierre de son père, le vide qui avait suivi.
Il se retourna pour regarder Amanda Thompson et ses filles, une famille luttant pour rester unie contre toute attente. D'une main sûre, il attrapa le dossier médical suspendu au pied du lit, parcourant les détails de son état et de son plan de traitement. Quand il le reposa, quelque chose avait changé dans son expression. L'homme d'affaires qui était entré à l'hôpital s'effaçait, et quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il avait enterré depuis longtemps, émergeait à sa place. « Les filles, dit-il doucement, je dois reparler au docteur Rivera. Vous serez bien quelques minutes ?» Les jumelles hochèrent la tête, leur attention déjà revenue sur leur mère, dont les paupières avaient commencé à frémir. Alors que Jason sortait dans le couloir avec le médecin, il savait que la décision qu'il était sur le point de prendre changerait le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jason avait rencontré les jumelles pour la première fois. 3 jours d'activité incessante, naviguant entre réunions du conseil d'administration de l'hôpital, consultations avec des spécialistes médicaux et séances tardives avec son équipe juridique. Les cernes sous ses yeux trahissaient son épuisement, mais il y avait une énergie nouvelle dans sa démarche que ses employés n'avaient jamais vue auparavant. Grâce à des enquêtes discrètes, il en avait appris davantage sur Amanda Thompson. Elle avait obtenu son diplôme d'infirmière avec mention, refusant des postes plus lucratifs pour se spécialiser en oncologie pédiatrique. Les dossiers de l'hôpital montraient qu'elle restait régulièrement des heures après la fin de ses gardes. Ses collègues parlaient de la façon dont elle utilisait son propre salaire pour aider les familles à couvrir des dépenses que l'assurance ne prenait pas en charge. De petites choses comme les frais de stationnement, les bons repas et occasionnellement les tickets modérateurs pour les médicaments. Elle pense que personne ne devrait affronter le cancer seul, lui avait dit une infirmière, le regardant avec suspicion, surtout pas les enfants. Maintenant, Jason se tenait sur le seuil de la chambre 415, observant Amanda s'agiter alors qu'elle sortait de son sommeil induit par les médicaments. Les jumelles avaient été temporairement confiées à leur tante Patty, une collègue infirmière qui s'était portée volontaire pour les emmener prendre un vrai repas et un peu d'air frais. Les yeux d'Amanda s'ouvrirent en papillotant, la confusion embuant ses traits alors qu'elle enregistrait sa présence. La reconnaissance se fit lentement, suivie de lassitude. « Monsieur Blackwood, dit-elle, sa voix éraillée par le manque d'usage. Je pensais que vous étiez un rêve, ou peut-être un cauchemar. » Malgré son état, il y avait une lueur d'acier dans son regard, la même détermination tranquille qu'il avait vue dans les yeux de ses filles. « Vos filles sont très persuasives, répondit-il en entrant dans la pièce. Amanda lutta pour s'asseoir. « Mes filles ? De quoi parlez-vous » Jason expliqua leur visite inattendue à son bureau, observant les émotions se succéder sur son visage, choc, embarras, et finalement une fierté maternelle farouche. « Elle n'aurait pas dû vous déranger, dit-elle, une rougeur montant à ses joues pâles. « Je suis tellement désolée. »« Ne le soyez pas, dit Jason en s'asseyant à côté de son lit. Elles ont montré plus de courage que la plupart des adultes avec qui je traite. » Amanda l'étudia, son évaluation professionnelle se mêlant à une curiosité personnelle. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Blackwood ? Sûrement pas pour m'informer personnellement que mon lieu de travail va être démoli. Je suis ici pour discuter de vos options de traitement, répondit-il calmement. Son rire fut amer. Options de traitement ? Il n'y en a pas. Pas celles que je peux me permettre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris des dispositions pour les filles. Ma sœur à Philadelphie les prendra après. Elle ne put finir sa phrase. Il y a un essai d'immunothérapie, dit Jason. Le docteur Rivera pense que vous êtes une candidate idéale. À 1,2 million de dollars, autant que ce soit 1,2 milliard, dit-elle en secouant la tête. J'ai fait la paix avec la réalité, monsieur Blackwood. Je vous suggère de faire de même avec la culpabilité que mes filles ont réussi à vous inspirer. Et si le coût n'était pas un problème ? Les yeux d'Amanda se rétrécirent. Tout a un coût. Je l'ai appris il y a longtemps. Je veux couvrir votre traitement, dit Jason simplement. En totalité. Le silence emplit la pièce. Amanda le fixait, l'incrédulité peinte sur ses traits. Pourquoi feriez-vous ça ? Demanda-t-elle finalement. Vous ne me connaissez pas. Considérez cela comme un investissement. Son expression se durcit. Je n'ai pas besoin de charité, monsieur Blackwood. Surtout pas de la part de quelqu'un qui prévoit de démolir le seul endroit qui aide les familles comme la mienne. Jason se pencha en avant, sa voix baissant à une intensité qu'il révélait rarement. Ce n'est pas de la charité, Madame Thompson. C'est une seconde chance. Quelque chose que ma propre mère n'a jamais eu. La vulnérabilité dans sa voix sembla les surprendre tous les deux.
Il n'avait pas prévu de révéler cette partie de son passé, mais quelque chose dans la dignité d'Amanda exigeait l'honnêteté. « Votre mère » demanda-t-elle doucement. « Un cancer ?» J'avais 7 ans. Le traitement expérimental qui aurait pu la sauver a été jugé financièrement irréalisable par ceux qui prenaient les décisions. Il redressa sa cravate, une habitude nerveuse de son enfance. « Je suis maintenant en position de prendre des décisions différentes. » Amanda détourna le regard, clignant rapidement des yeux. « Ce n'est pas si simple. Il y a mon travail, l'école des filles, toute une vie de soins de suivi si ça marche. Et j'ai toujours ma fierté. » « La fierté n'élèvera pas vos filles, » dit Jason doucement. « Croyez-moi. J'ai vécu avec rien d'autre que de la fierté pendant des décennies. C'est une froide compagnie. » Leurs regards se croisèrent, deux étrangers connectés par la crudité de la souffrance humaine et la possibilité inattendue de l'espoir. « Et l'hôpital » demanda-t-elle finalement. « Le fermerez-vous toujours ?» Jason se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les marqueurs de construction étaient toujours visibles, l'avenir de l'institution centenaire en suspens. « Une bataille à la fois », répondit-il en se retournant vers elle. « D'abord, nous nous concentrons sur votre traitement. » Le mot « nous » flottait entre eux, un pont inattendu entre des mondes radicalement différents. Amanda ferma les yeux, sa lutte intérieure visible dans la tension de ses épaules. Fierté contre pragmatisme, dignité contre nécessité, principe contre l'avenir de ses filles. « Le traitement commence demain, » dit Jason calmement, « à moins que vous ne me disiez de ne pas prendre les dispositions. » Quand Amanda rouvrit les yeux, il brillait de larmes non versées. « Pour mes filles, » chuchota-t-elle. « Seulement pour elles. » Jason hocha la tête, comprenant parfaitement. « Pour vos filles » acquiesça-t-il. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta à la porte. « Vos filles n'auront plus besoin de dessiner des demandes d'aide, Madame Thompson. Je vous le promets. » Dans le couloir, son équipe juridique attendait avec des documents nécessitant sa signature. La première page portait l'entête « Mémorandum de suspension indéfinie, projet d'acquisition et de développement de l'hôpital mémorial ». Il signa sans hésitation, ignorant les expressions choquées de ses avocats. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Jason Blackwood avait pris une décision commerciale que les bilans ne pouvaient justifier. Et il ne le regretta pas un instant. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Jason subit une transformation qui laissa ses employés chuchoter dans les couloirs. Pour la première fois de sa carrière, il délégua d'importantes responsabilités à son équipe de direction. Les réunions qui nécessitaient autrefois sa présence étaient désormais gérées par des vice-présidents. Sa ligne privée, autrefois constamment animée d'appels, passait désormais à la messagerie vocale après 15 heures. Le cours de l'action de Blackwood Enterprises chuta de 3% sur fond de rumeurs de crise de la quarantaine du PDG. Mais Jason jetait à peine un coup d'œil au rapport que Margaret plaçait encore consciencieusement sur son bureau chaque matin. Au lieu de cela, ces après-midi se passaient dans la salle d'attente pédiatrique de l'hôpital mémorial, où Lily et Lucy attendaient pendant que leur mère subissait la phase initiale exténuante de l'immunothérapie. Il enseignait à Lily les rudiments des échecs tandis que Lucy dessinait des images élaborées de princesses qui ressemblaient étrangement au personnel de l'hôpital. « Ton cavalier ne peut pas se déplacer comme ça », expliqua Jason doucement à Lily. « Mais le cheval devrait pouvoir sauter par-dessus les choses », argumenta-t-elle logiquement. Jason, qui avait réduit des PDG du Fortune 500 à des bégaiements incertains, se retrouva déjoué par le raisonnement d'une fillette de 6 ans. Les infirmières observaient avec une fascination à peine dissimulée le tristement célèbre Blackwood l'impitoyable arriver chaque jour avec des livres, du matériel d'art, une fois, tressé maladroitement des nattes aux 2 filles après avoir regardé des tutoriels en ligne sur son téléphone la veille au soir. Lorsque son équipe de relations publiques suggéra d'exploiter la situation pour une presse positive, Jason congédia sur le champ le directeur marketing. « Elles ne sont pas une occasion de photo », dit-il froidement, son ancien tranchant revenant momentanément. Néanmoins, un photographe de tabloïd captura une image d'eux 3 sortant d'une librairie, les filles riant alors que Jason portait leurs achats. Le titre, le cœur de Blackwood attendri par des jumelles, provoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration sur son instabilité émotionnelle. « Votre comportement inquiète les actionnaires », l'informa sans embâche Harrison Walsh, son directeur financier. « Ces enfants deviennent une distraction de vos responsabilités. » Jason redressa un dessin encadré sur son bureau où l'œuvre originale des jumelles, maintenant professionnellement conservée. « Organisez une conférence de presse », répondit-il calmement. «
Il est temps que j'explique quelques petites choses sur l'orientation future de cette entreprise. Alors qu'il quittait la réunion, son téléphone sonna avec un SMS de Lucie, « Maman a souri aujourd'hui pendant le petit déjeuner ». Pour la première fois depuis des décennies, Jason Blackwood sourit aussi, non pas le sourire calculé de la victoire commerciale, mais quelque chose de sincère qui atteignit ses yeux. Un mois après le début du traitement, le docteur Rivera appela Jason à son bureau. Il arriva en s'attendant au pire, il avait suffisamment fait de recherches sur le traitement du cancer pour savoir que les revers précoces étaient courants. Au lieu de cela, elle l'accueillit avec un sourire prudent. Les scanners préliminaires montrent une meilleure réponse que prévu. Les cellules cancéreuses réagissent positivement à la première phase de l'immunothérapie. Ce qui signifie, demanda Jason, osant à peine espérer. Ce qui signifie qu'elle réagit bien, expliqua le docteur Rivera. C'est tôt, mais c'est ce que nous voulons voir. Cet après-midi-là, Amanda put s'asseoir dans son lit plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Les jumelles organisèrent une petite fête avec des cupcakes que Jason avait apportés, chocolat pour Lucie, fraises pour Lily et vanille pour leur mère. Madame Peters m'a laissé rattraper mon test de maths, annonça Lily, coupant soigneusement son cupcake en deux pour le faire durer plus longtemps. J'ai eu un A. Et j'ai pas un dauphin en cours d'art plastique, ajouta Lucie. La maîtresse l'a mis au mur avec les autocollants spéciaux. Amanda observait Jason écouter attentivement chaque fille, ses yeux suivant leurs mouvements animés avec une attention protectrice. Disparu, l'homme d'affaires impitoyable dont le nom avait fait trembler le personnel de l'hôpital un mois plus tôt. À sa place se trouvait quelqu'un de transformé, quelqu'un qui riait aux blagues de Lily et louait les descriptions détaillées de Lucie de ses œuvres d'art. Quand les filles finirent par s'endormir, Lucie blottie dans le fauteuil, Lily sur le petit lit pliant, Amanda se tourna vers Jason. « Vous ne réalisez pas ce que vous faites, dit-elle doucement. » Jason leva les yeux de son ordinateur portable, où il examinait les propositions de budget de l'hôpital. « Que voulez-vous dire ? Vous leur donnez quelque chose que je pensais qu'elles n'auraient plus jamais, expliqua-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. De l'espoir. Mal à l'aise avec la gratitude, Jason ferma son ordinateur. « Je ne fais pas ça juste pour vous, admile. D'une manière ou d'une autre, ça m'aide à réparer quelque chose qui s'est cassé il y a longtemps. » Amanda l'étudia, son intuition d'infirmière voyant au-delà de sa façade soigneusement construite. « Votre mère ?» Jason hocha la tête, n'offrant aucune autre explication. Mais c'était la première fois qu'il reconnaissait sa vulnérabilité à quelqu'un depuis des décennies, une petite fissure dans l'armure qu'il avait passé une vie à construire. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par la respiration douce des jumelles endormies et les bruits assourdis de l'hôpital au-delà de la porte. « Le traitement fonctionne, » dit finalement Jason, changeant de sujet. Amanda hocha la tête, un optimisme prudent dans les yeux. « Pour l'instant. Ça continuera de fonctionner, » insista-t-il avec la même détermination qui avait bâti son empire. Elle sourit faiblement. « Est-ce un ordre, monsieur Blackwood ? » Considérez cela comme une suggestion fortement appuyée, répondit-il, l'ombre d'un humour adoucissant ses traits. À cet instant, quelque chose changea entre eux, un pont se formant entre des mondes radicalement différents, connectés par deux enfants endormis et la promesse fragile du lendemain. 2 mois après le début du traitement, Amanda affronta une phase difficile de chimiothérapie qui nécessita une hospitalisation prolongée. Le protocole agressif la laissa épuisée et vulnérable aux infections, nécessitant un isolement pendant ces périodes de plus grande faiblesse. Jason, reconnaissant que les jumelles ne pouvaient pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de l'hôpital, prit une décision inattendue. Il convertit l'une des chambres d'amis de son Pantouse pour les filles les jours où les traitements d'Amanda étaient les plus intenses. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Margaret alors qu'elle regardait des décorateurs professionnels transformer la chambre d'amis minimaliste en ce qui ne pouvait être décrit que comme une forêt enchantée, avec des projections d'étoiles au plafond. « Non, » admit Jason, « mais je le fais quand même. » Lorsque les jumelles visitèrent pour la première fois, elles restèrent bouche bée sur le seuil, momentanément sans voix, un événement rare, surtout pour Lily. « C'est pour nous ?» chuchota finalement Lucie. « Juste pour les jours où votre maman a besoin de repos supplémentaire, » expliqua Jason, soudain incertain. Avait-il dépassé les bornes, était-il allé trop loin? Mais alors Lily se jeta sur lui, enlaçant sa taille de ses petits bras dans le premier câlin qu'il recevait depuis des années. Lucie se joignit à elle, plus hésitante, son merci discret à peine audible. Ce soir-là, après qu'elles eurent exploré chaque recoin de leur refuge temporaire,
Lucie leva les yeux de l'arrangement des animaux en peluche sur son lit. « On peut apporter une photo de maman ?» demanda-t-elle. « Pour qu'elle soit ici avec nous même quand elle n'y est pas. » Jason hocha la tête, la gorge nouée de manière inattendue. Après avoir ramené les filles à l'hôpital cette nuit-là, il retourna à son appartement et ouvrit le tiroir du bas de son bureau, le seul qui était resté fermé à clé pendant des décennies. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Catherine Blackwood, sa mère. Ses yeux bienveillants et son doux sourire le regardaient depuis des images passées. L'une la montrait en tenue d'infirmière, le bras autour d'une collègue plus jeune. Une autre la capturait lisant une histoire à Jason sur son lit d'hôpital, déterminée à maintenir une normalité malgré sa maladie. Sous les photos, il trouva un morceau de papier plié, le rêve de sa mère, esquissé pendant ces derniers mois, un centre de traitement complet du cancer, accessible à tous, indépendamment des moyens financiers. Parce que tout le monde mérite une chance de se battre, avait-elle écrit en haut. Jason attrapa son téléphone et composa le numéro de l'architecte responsable du projet de condominium de luxe. « C'est Blackwood », dit-il sans préambule. « Changement de plan. Je veux un centre d'oncologie à la place. Et je veux que la construction commence immédiatement. » « Mais monsieur, » protesta l'architecte, « les plans des condominiums sont déjà approuvés. Les investisseurs seront dédommagés, l'interrompit Jason. Ce n'est pas négociable. » Après avoir raccroché, il retourna au tiroir et plaça délicatement l'une des photos de sa mère dans un simple cadre en argent. Demain, il aiderait les jumelles à choisir une photo d'Amanda pour leur chambre. Côte à côte, les deux photos relieraient le passé au présent, amorçant la guérison d'une blessure vieille de 35 ans. 3 mois après le début du traitement d'Amanda, un contretemps inattendu survint. Une infection grave compromit son système immunitaire déjà fragile, nécessitant une opération d'urgence. Le visage du docteur Rivera était grave alors qu'elle expliquait la situation à Jason devant la chambre d'Amanda. L'immunothérapie fonctionnait bien, mais cette infection a compliqué les choses, dit-elle à voix basse. Les prochaines 48 heures seront critiques. Jason hocha la tête, son expression ne trahissant rien du tumulte intérieur. À travers la fenêtre, il pouvait voir les jumelles assises à côté du lit de leur mère, leur petit visage solennel alors qu'elle lui montrait les dessins qu'elles avaient faits à l'école ce matin-là. « Que leur dis-je » demanda-t-il. Le docteur Rivera soupira. La vérité, mais avec de l'espoir. Ce sont des enfants remarquablement résilientes, monsieur Blackwood. Elles ne devraient pas avoir à l'être, répondit-il. Cet après-midi-là, Jason annula sa participation au sommet international de la finance à Tokyo, un événement qu'il n'avait pas manqué depuis 15 ans. Son téléphone sonna sans cesse alors que la nouvelle de son retrait se répandait dans les milieux d'affaires. Action de Blackwood Enterprises en baisse de 7% dans les négociations après bourse, l'informa Margaret avec hésitation alors qu'elle apportait des documents nécessitant sa signature à la chambre d'hôpital d'Amanda. « Laissez-les chuter », répondit-il sans lever les yeux du livre pour enfants qu'il lisait à Lily tandis que Lucie coloriait tranquillement. Son directeur financier appela 2 fois, exigeant des explications. La deuxième fois, Jason déconnecta simplement l'appel. Au lieu des relations avec les investisseurs, il se concentra sur l'invention d'histoires élaborées sur des princesses guerrières combattant des monstres d'ombre, des récits qui captivaient Lucie et Lily, les distrayant momentanément de l'état déclinant de leur mère. Cette nuit-là, après qu'Amanda eût été transportée en chirurgie, Jason ramena les jumelles à son pantouse. Il supervisa leurs devoirs, commanda leur pizza préférée et les aida à se préparer pour le lit dans la chambre de la forêt enchantée. Ce n'est qu'après qu'elles eurent finalement succombé à l'épuisement qu'il s'accorda un moment de vulnérabilité. Debout devant les baies vitrées de son salon, il contemplait la ville qu'il avait contribué à façonner. 52 étages plus bas, des équipes de construction travaillaient toute la nuit sur les fondations du centre d'oncologie Catherine Blackwood. Les lumières bleues du chantier illuminaient une excavation massive où des condominiums de luxe étaient autrefois prévus. Son téléphone vibra avec un message du docteur Rivera, « Opération terminée. Critique mais stable. Les prochaines 24 heures seront décisives. » Jason pressa son front contre la vitre fraîche, confronté à une vérité inconfortable. Rien dans ces décennies d'acquisition d'entreprises, d'OPA hostiles ou de négociations de milliards de dollars ne l'avait préparé à ce moment. Debout dans le silence caverneux de son pantouse, terrifié à l'idée que 2 petites filles puissent perdre leur mère comme il avait perdu la sienne. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, il restait impuissant face à la vulnérabilité humaine la plus fondamentale.
Aucune somme d'argent ne pouvait garantir la survie d'Amanda, aucune stratégie commerciale ne pouvait protéger les jumelles d'un chagrin potentiel. La prise de conscience était à la fois humiliante et clarifiante. L'empire reflété dans la vitre devant lui, les tours et les développements qui portaient son nom, semblaient soudain creux comparé à la joie sincère qu'il avait ressentie en regardant Lily maîtriser sa première ouverture aux échecs ou en entendant Lucy expliquer l'histoire complexe de son dernier dessin. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'hôpital. Jason répondit immédiatement, le cœur battant. « Monsieur Blackwood. » C'était le docteur Rivera, sa voix fatiguée mais assurée. Amanda a survécu à l'opération. Ses signes vitaux se stabilisent. C'est toujours critique, mais elle se bat. Merci, réussit-il à dire, le soulagement presque écrasant. Après avoir raccroché, il retourna voir les jumelles. Elles dormaient paisiblement, le bras de Lily protecteur autour de sa sœur. Sur la table de nuit se trouvait la photographie encadrée d'Amanda qu'elles avaient choisie, placée à côté de la photo de Catherine Blackwood. Passé et présent, côte à côte. Jason ajusta leur couverture et ferma doucement la porte. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour ce soir, deux petites filles dormiraient sans savoir à quel point elles avaient frôlé une tragédie qu'ils ne comprenaient que trop bien. Il jura qu'elles ne le sauraient jamais. 4 mois après avoir rencontré les jumelles, Jason fit face au défi le plus important à son autorité au sein de l'entreprise depuis une décennie. La salle du conseil de Blackwood Enterprises, habituellement un lieu de déférence à ses décisions, était devenue un champ de bataille. Harrison Walsh, le directeur financier, se tenait à la tête de la table, projetant des graphiques financiers qui peignaient un tableau préoccupant. Le centre d'oncologie Catherine Blackwood généra une perte annuelle estimée à 15 millions de dollars, conclut-il en se tournant vers les membres du conseil assemblé. Cela fait suite à la radiation comptable de 250 millions de dollars résultant de l'annulation de notre développement immobilier le plus rentable depuis une décennie. Des murmures parcoururent la pièce alors que Walsh poursuivait sa présentation. De plus, M. Blackwood a personnellement autorisé plus de 3 millions de dollars en traitements expérimentaux pour une seule patiente, fait don de 5 millions de dollars supplémentaires à la recherche sur le cancer pédiatrique et passé d'innombrables heures de travail à l'hôpital Memorial plutôt que de se concentrer sur les objectifs commerciaux principaux. La projection changea pour un graphique montrant la performance boursière de Blackwood Enterprises, une baisse constante au cours des derniers mois. Les actionnaires sont préoccupés, Jason, déclara Walsh sans ambages. Ils remettent en question votre jugement. Certains ont suggéré qu'un congé temporaire pourrait être approprié pendant que vous réglez cette affaire personnelle. Jason resta immobile, encaissant le défi sans réaction visible. Il avait anticipé cette confrontation depuis le jour où il avait signé les documents arrêtant la démolition de l'hôpital. « C'est tout, Harrison ?» demanda-t-il calmement lorsque le directeur financier eut enfin terminé. « Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, » répondit Walsh, sa confiance évidente. Il s'attendait clairement à ce que Jason soit sur la défensive, peut-être même combatif. Au lieu de cela, Jason hocha la tête d'un air pensif. « Il raconte certainement une histoire », acquiesça-t-il en se levant de sa chaise. Mais pas toute l'histoire. Jason se dirigea vers le mur de la salle de conférence où les récompenses et reconnaissances de l'entreprise créaient un impressionnant étalage de réussite. Il retira un simple cadre noir qui contenait les principes fondateurs de l'entreprise, écrits par son père 40 ans plus tôt. Blackwood Enterprises existe pour créer une valeur exceptionnelle par le développement et l'investissement stratégique, lut-il à haute voix. Mon père a écrit ces mots, et pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai interprété la valeur uniquement en termes financiers. Il posa le cadre et sortit quelque chose de la poche de son costume, le dessin original des jumelles, maintenant professionnellement conservé. Il y a 4 mois, ces 2 petites filles sont entrées dans mon bureau et ont tout changé, dit-il en montrant l'œuvre enfantine. Non pas parce qu'elles m'ont rendu sentimental, mais parce qu'elles m'ont fait me souvenir. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Jason partagea l'histoire de sa mère, son travail d'infirmière, son diagnostic, le refus de son père de sacrifier la sécurité financière pour un traitement expérimental, et sa mort subséquente alors que Jason n'avait que 7 ans. J'ai bâti cette entreprise pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui en devenant exactement ce que mon père voulait. Un homme d'affaires qui ne laissait jamais l'émotion obscurcir son jugement, dit-il, sa voix assurée malgré la nature personnelle de ses paroles. Ce faisant, j'ai enterré la partie de moi qui voulait autrefois réaliser le rêve de ma mère d'un accès aux soins de santé. Il projeta sa propre diapositive, les plans du centre d'oncologie Catherine Blackwood.
Ce n'est pas une déviation de notre mission, c'est un retour à ce qui aurait dû être notre objectif depuis le début. Créer de la valeur ne se limite pas aux marges bénéficiaires, il s'agit d'améliorer des vies. Walsh secoua la tête. C'est admirable, Jason, mais nous avons une responsabilité fiduciaire envers nos actionnaires. La sentimentalité n'a pas sa place dans des décisions commerciales de cette ampleur. Alors, mettez-le au vote, lança Jason. Mon leadership contre votre vision de l'avenir de l'entreprise. La tension dans la pièce était palpable pendant la distribution des bulletins. Après 30 minutes tendues de vote et de comptage, Jason conserva sa position avec la marge la plus étroite de l'histoire de l'entreprise. Il y a cependant une condition, déclara le président du conseil. Les initiatives philanthropiques doivent être financées principalement par votre fortune personnelle, et non par les ressources de l'entreprise. Le sourire de Jason ne contenait aucun humour. D'accord, dit-il. Et je rachèterai les parts de tout membre du conseil qui n'est pas d'accord avec la nouvelle orientation de cette entreprise. Alors que les cadres sortaient, plusieurs évitant son regard, Jason resta à la table, regardant le dessin des jumelles. La petite annotation dans le coin, celle qui avait d'abord fait monter les larmes à ses yeux, restait son rappel privé de la raison pour laquelle ce combat valait chaque centime qu'il lui coûterait. 6 mois après le début du traitement expérimental marquèrent une étape importante. Le mi-parcours du protocole d'immunothérapie coïncida avec le 7e anniversaire des jumelles. Cela marqua également une transition vers une phase de traitement moins agressive, car les derniers scanners d'Amanda montraient une réduction remarquable de 70% des marqueurs tumoraux. Le docteur Rivera avait mis en garde contre une célébration excessive. Nous voyons d'excellents résultats, mais nous ne sommes pas encore au bout du chemin, avait-elle expliqué lors de leur consultation hebdomadaire. Néanmoins, Jason ne pouvait s'empêcher d'être plein d'espoir alors qu'il organisait une petite fête d'anniversaire dans le nouveau jardin thérapeutique de l'hôpital, encore en construction mais spécialement préparé pour l'occasion. L'espace, autrefois une cour négligée, était en cours de transformation dans le cadre du développement du centre d'oncologie Catherine Blackwood. Des équipes de construction avaient travaillé toute la nuit pour créer une oasis temporaire. Des arbres en pot, des plantes à fleurs et des sièges confortables disposés sous une pergola ornée de guirlandes lumineuses. Amanda arriva en fauteuil roulant, visiblement fragile mais plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ses cheveux roux repoussaient par mèches fines, bien que toujours minces, son visage avait retrouvé quelques couleurs. Plus important encore, ses yeux contenaient quelque chose qui avait manqué depuis trop longtemps, de l'espoir. « C'est magnifique », chuchota-t-elle alors qu'une infirmière l'aidait à s'installer dans un fauteuil confortable positionné à la tête d'une petite table décorée de ballons et de serpentins. Lucie et Lily entrèrent dans le jardin avec des expressions d'émerveillement assorties, leur sac à dos d'école toujours en bandoulière. Elles venaient directement de leur classe de CP, où elles avaient récemment repris les cours à mi-temps. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Lily en tournant sur elle-même pour admirer l'espace transformé. « Joyeux anniversaire », dit simplement Jason. La célébration était modeste selon les standards de Blackwood. Un petit gâteau, des cadeaux soigneusement sélectionnés et la compagnie du petit cercle de personnes qui étaient devenues essentielles dans leur vie. Le docteur Rivera passa brièvement, ainsi que quelques infirmières qui s'étaient attachées à la famille. Même Margaret fit une apparition, apportant des cartes faites à la main par le personnel de Blackwood Enterprises, qui avait appris à connaître les jumelles grâce à leurs visites occasionnelles au bureau de Jason. Amanda s'était préparée pour ce jour pendant ses moments de force, emballant soigneusement des cadeaux pour chaque fille, des livres d'occasion de leurs histoires préférées, achetés avec le peu qu'elle avait réussi à économiser. « Ce n'est pas grand-chose », s'excusa-t-elle alors que les filles déballaient leurs cadeaux. « Ils sont parfaits », chuchota Lucie, passant ses doigts avec respect sur la couverture usée du « jardin secret ». « Celui-ci sent encore la bibliothèque », déclara joyeusement Lily, humant avec satisfaction les pages des 1 raccourcis dans le temps. Jason avait eu du mal à choisir quoi leur offrir, conscient de l'équilibre entre générosité et excès. Finalement, il avait choisi un jeu d'échecs pour Lily, fabriqué à la main par un artisan à partir de bois durable, et un ensemble d'art de qualité professionnelle pour Lucie, complet avec une mallette de transport portant ses initiales. Quand vint le moment de souffler leurs bougies, marquant officiellement leurs 7 ans, les jumelles insistèrent pour que leur mère les rejoigne à la table. « Fais un vœu », ordonna Amanda avec un sourire qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis des mois. Les filles fermèrent les yeux, leurs expressions sérieuses sous le poids de leurs souhaits, puis soufflèrent les bougies à l'unisson parfait. Plus tard, alors qu'Amanda se reposait et que les jumelles exploraient le jardin avec Margaret,
le docteur Rivera prit Jason à part. Le traitement fonctionne mieux que nous ne l'avions prévu, dit-elle à voix basse. Si cela continue, nous pourrions envisager une rémission complète d'ici quelques mois. Jason hocha la tête, s'autorisant le luxe de l'espoir tout en gardant ses attentes mesurées. Et à long terme? Avec ce taux de réponse, les chances de survie à 5 ans augmentent considérablement. C'est toujours un diagnostic sérieux, mais... Elle sourit. Votre investissement porte ses fruits, Monsieur Blackwood. Alors que Jason regardait les jumelles poursuivre un papillon entre les jeunes arbres fraîchement plantés, il réalisa qu'elle lui avait donné quelque chose d'inattendu. Avant de quitter le jardin pour retourner à son bureau, elles lui présentèrent un dessin soigneusement encadré, E4, debout ensemble sous un ciel ensoleillé, avec la simple inscription « Notre famille ». Dans le coin inférieur, une petite note avait été ajoutée « Merci d'avoir réparé maman au lieu de casser l'hôpital ». Jason plaça soigneusement le cadre sur son bureau, à côté du dessin original qui avait commencé ce voyage, un rappel visuel que, s'il avait pensé sauver Amanda et les jumelles, elles avaient en réalité reconstruit quelque chose en lui qu'il croyait perdu à jamais. 7 mois après le début du traitement d'Amanda, ses progrès avaient dépassé même les projections optimistes du docteur Rivera. La combinaison agressive d'immunothérapie et de traitements ciblés avait réduit les marqueurs tumoraux à des niveaux à peine détectables, où pour la première fois, le mot rémission apparut dans ses rapports médicaux, quoique avec des qualificatifs prudents. La force d'Amanda revint progressivement, lui permettant de courtes promenades quotidiennes dans le jardin thérapeutique presque achevé. Par un après-midi d'automne frais et vivifiant, elle et Jason étaient assis sur un banc sous un érable japonais, ses feuilles d'un cramoisi brillant se détachant sur le ciel bleu. Les jumelles étaient à l'intérieur avec leur tuteur, rattrapant le travail scolaire qu'elles avaient manqué. « Pourquoi avez-vous vraiment décidé de nous aider, Jason ?» demanda soudain Amanda, rompant leur silence complice. « Et ne me dites pas que c'était juste à cause du dessin des filles. » Jason observa une feuille tombée en spirale, gagnant du temps avant de répondre. Au cours des derniers mois, leur relation avait évolué d'une gratitude maladroite à quelque chose approchant l'amitié, mais ils maintenaient toujours des limites prudentes autour de certains sujets. « Vous ne m'avez jamais raconté toute l'histoire, » insista-t-elle doucement. « Je pense que je mérite de savoir. » Elle avait raison, bien sûr. Après tout ce qu'ils avaient traversé, elle méritait la vérité. « Ma mère s'appelait Catherine Blackwood, » commença-t-il, la voix basse. « Elle était infirmière, comme vous. Service d'oncologie à Merci Général. » Amanda écouta silencieusement alors qu'il continuait. « On lui a diagnostiqué un cancer du sein quand j'avais 7 ans. Stade 3, type agressif. C'était il y a 35 ans, les traitements n'étaient pas aussi avancés, mais il y avait des options expérimentales. » Le regard de Jason resta fixé sur l'allée du jardin. Mon père, Henry Blackwood, bâtissait son entreprise à l'époque. Le traitement qui aurait pu la sauver aurait coûté presque tout ce qu'il avait. Il a refusé d'hypothéquer notre avenir, comme il disait. « Je suis tellement désolé, » chuchota Amanda. Après sa mort, il ne l'a plus jamais mentionné. Pas une seule fois. Il a transformé l'entreprise en un empire, mais son nom est devenu interdit chez nous. Jason se tourna pour rencontrer les yeux d'Amanda. J'ai grandi déterminé à amasser tant de pouvoir et de richesse que je ne serai plus jamais impuissant. Et vous avez réussi, observa-t-elle. Oui. Je suis devenu exactement ce que mon père voulait, impitoyablement efficace, émotionnellement détaché, entièrement concentré sur l'expansion et le profit. Son rire ne contenait aucun humour. J'ai même fait mieux que lui. Là où il construisait des maisons, je construisais des tours. Là où il acquérait de petites entreprises, j'avalais des sociétés. Amanda tendit la main avec hésitation, la posant sur la sienne. Jusqu'à ce que 2 petites filles entrent dans votre bureau. Le dessin ne m'a pas seulement rappelé ma mère, admit Jason. Il m'a rappelé qui je voulais être avant de devenir mon père. La vérité, enfin dite à haute voix après des décennies de silence, flottait entre eux. Le centre d'oncologie Catherine Blackwood, dit doucement Amanda. C'est pour elle. Jason hocha la tête. Le centre qu'elle voulait construire. Des soins accessibles à tous, indépendamment de leur situation financière. Votre père n'a pas financé son traitement, alors maintenant vous financez celui de tout le monde, observa Amanda avec la perspicacité tranquille qu'il en était venu à apprécier. Vous réécrivez la fin. J'essaie, reconnut-il. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant les jardiniers planter des bulbes qui ne fleuriraient qu'au printemps, un acte de foi en un avenir qu'ils ne pouvaient pas encore voir.
Merci de me l'avoir dit, dit finalement Amanda. Merci d'avoir demandé, répondit-il. Personne ne l'a fait depuis très longtemps. Alors qu'il retournait vers l'hôpital, se déplaçant lentement pour s'adapter à l'endurance encore limitée d'Amanda, elle s'arrêta. Vous savez, votre mère serait fière de vous, dit-elle. Pas pour les immeubles portant votre nom, mais pour cela. Pour être devenu l'homme qu'elle vous a élevé à être. Même si cela a pris un certain temps pour retrouver votre chemin. Jason ne se fit pas confiance pour répondre, mais alors qu'il continuait à marcher, quelque chose bougea en lui, un poids qu'il portait depuis 35 ans commençant enfin à se lever. Derrière eux, les équipes de construction poursuivaient les travaux du centre d'oncologie Catherine Blackwood, ses fondations maintenant achevées et ses murs commençant à s'élever. Un héritage différent de celui qu'il avait prévu, mais peut-être plus proche de celui qu'il était destiné à construire depuis le début. 8 mois après le début du traitement, alors qu'Amanda réagissait bien et participait à un essai clinique avancé, Jason commença un projet secret avec les jumelles. Les après-midi où elle visitait son bureau, maintenant modifié avec un petit bureau d'enfant dans un coin, ils se penchaient ensemble sur des plans d'architecte étalés sur sa table de conférence. Et si la chambre de maman avait des fenêtres qui donnent sur l'océan, suggéra Lily, effaçant et redessinant soigneusement une section des plans. Pour qu'elle puisse voir des dauphins quand elle se réveille. Excellent point, acquiesça Jason, prenant une note pour l'entrepreneur. Et de quelle couleur devrions-nous la peindre? Bleu, décida Lucy après mûre réflexion. Bleu clair, comme le ciel quand il est heureux. Les plans appartenaient à une propriété en bord de mer à Rhode Island, une maison que Jason avait achetée des années plus tôt comme investissement et largement oubliée. Maintenant, tous les trois la redessinaient ensemble, créant un endroit où Amanda pourrait continuer sa convalescence, loin de la pollution et du rythme de la ville. Y aura-t-il un jardin? Demanda Lucy, levant les yeux de son dessin méticuleux de parterre de fleurs. Maman adore les jardins. 2 acres de jardin, confirma Jason. Et le jardinier dit qu'il y a une famille de lapins qui vit près des rosiers. Les yeux des 2 filles s'écarquillèrent à cette information, se lançant immédiatement dans une discussion animée sur les noms possibles pour les lapins. Pendant que les jumelles se concentraient sur la conception de la chambre parfaite pour leurs animaux en peluche, Jason travaillait avec des avocats spécialisés pour structurer un fonds fiduciaire pour les filles et un transfert partiel de propriété pour Amanda. Le cadre juridique était complexe, garantissant une sécurité financière à long terme sans compromettre ses soins médicaux continus ou ses avantages. Êtes-vous certain de ces décisions, Monsieur Blackwood? Demanda en privé Thomas Chen, son avocat personnel, lors d'un examen des documents. Ce sont essentiellement des transferts irrévocables d'actifs importants. Jason jeta un coup d'œil par la porte de son bureau, où Lucy aidait Margaret à apprendre à dessiner une licorne tandis que Lily expliquait les règles des échecs à un stagiaire déconcerté. Pour la première fois de ma vie, répondit Jason, je prends des décisions sans calculer le résultat net. L'équipe juridique travailla discrètement, gardant le projet confidentiel à la demande de Jason. Il voulait que tout soit en place avant de le présenter à Amanda, non pas comme une œuvre de charité, mais comme une voie structurée pour elle et les filles. Lors d'une de leurs séances au bureau, Lily leva les yeux de son travail avec une expression inhabituellement sérieuse. « Monsieur Jason, quand maman sera complètement guérie, est-ce qu'on vous verra encore ?» La question le prit au dépourvu. Dans sa concentration sur le traitement d'Amanda et les arrangements pratiques pour leur avenir, il n'avait pas envisagé quel pourrait être son propre rôle une fois la crise immédiate passée. « Le voudriez-vous » demanda-t-il prudemment. Les jumelles échangèrent une de leurs communications silencieuses, un regard qui contenait une conversation entière. « Oui, répondit simplement Lucy. Vous êtes notre ami maintenant. Vous m'apprenez les échecs, ajouta Lily, pragmatique. Et vous savez faire les voix de tous les personnages quand vous lisez des histoires, continua Lucy. En plus, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à choisir de meilleures cravates, conclut Lily avec un petit rire, désignant sa cravate conservatrice en soie bleu marine. Ce soir-là, après que les jumelles eurent été récupérées par leur tante Patty, Jason se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Sur son bureau se trouvaient les documents de finalisation pour la rénovation de la propriété de Rhode Island, ainsi que les projections financières pour le centre d'oncologie Catherine Blackwood, maintenant à mi-chemin de son achèvement. Les 2 projets représentaient des investissements importants sans retour financier, des décisions qui auraient été impensables pour l'homme qu'il était avant de rencontrer Lily et Lucy. Pourtant, en signant les autorisations finales,
il ne ressentit aucun regret, seulement une certitude tranquille qu'il construisait enfin quelque chose qui comptait. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. Monsieur Blackwood, annonça la voix de Margaret. Le docteur Rivera est en ligne avec les derniers résultats des tests d'Amanda Thompson. Jason attrapa le téléphone, regardant toujours le coucher de soleil transformer la ville qu'il avait aidé à façonner, une ville qui, pour la première fois, semblait détenir la promesse de plus que du simple profit. 9 mois après que les jumelles furent entrées pour la première fois dans le bureau de Jason, le docteur Rivera annonça la nouvelle qu'ils espéraient tous. Amanda Thompson était officiellement en rémission. Bien qu'elle nécessiterait une surveillance constante pendant les 5 prochaines années, le traitement expérimental avait fonctionné au-delà même des projections les plus optimistes. Les cellules cancéreuses n'ont montré aucune activité au cours des 6 dernières semaines, expliqua le docteur Rivera lors de leur dernière consultation. Votre cas nous aide en fait à obtenir une couverture d'assurance plus large pour ce protocole de traitement. Vous créez un précédent, Amanda. Pendant que Jason aidait Amanda à naviguer dans la paperasse complexe de son assurance maladie continue, maintenant que son cas avait établi un précédent juridique pour la couverture des traitements expérimentaux, les jumelles exploraient son bureau à domicile, leur curiosité enhardie par des mois de familiarité croissante. Lucy, la plus silencieuse des deux, ouvrit une boîte en bois décorative sur une étagère, découvrant qu'elle contenait de petites clés. Avec la logique innocente de fillette de 7 ans, elle et Lily décidèrent de trouver ce que ces clés pourraient ouvrir. Leur recherche les mena à un tiroir fermé à clé dans le bureau de Jason que, après un débat chuchoté pour savoir si cela pouvait dépasser les limites, elles ouvrirent soigneusement. À l'intérieur ne se trouvait pas le trésor qu'elles s'attendaient à moitié, mais un portefeuille en cuir rempli d'enveloppes, chacune portant leur nom. « Qu'est-ce que vous enquêtez toutes les deux ?» demanda Jason en entrant dans la pièce juste au moment où elles examinaient leur découverte. Les filles sursautèrent, coupables, mais l'expression de Jason témoignait d'amusement plutôt que de colère. « On a trouvé des lettres avec nos noms, » expliqua Lily, son audace naturelle reprenant le dessus. « Elles sont pour nous ?» Jason s'assit à côté d'elle, prenant délicatement le portefeuille. « Oui, elles le sont. Bien que je n'avais pas prévu de vous les montrer tout de suite. » À l'intérieur se trouvaient des lettres adressées à Lily et Lucy Thompson, datées pour leurs futurs anniversaires, une pour chaque année jusqu'à leurs 21 ans. « Je les ai écrites pendant les nuits où je ne pouvais pas dormir, » admit Jason, quand le traitement de votre mère était incertain. « Ce sont des lettres tristes ?» demanda doucement Lucy. « Certaines le sont, reconnut-il. Mais la plupart parlent de choses que j'espère pour vous, de ce que je pense que vous pourriez faire quand vous aurez 12, 16 ou 20 ans. Des aventures que vous pourriez vivre, des livres que vous pourriez aimer, des endroits où vous pourriez aller. » « Mais pourquoi ?» demanda Lily, directe comme toujours. Jason réfléchit à sa réponse. « J'ai appris quelque chose d'important de votre mère. Aimer, c'est être présent, pas seulement quand c'est facile, mais pour tous les moments qui comptent. Même ceux qu'on pourrait manquer. » Les jumelles digérèrent cela, échangeant un de leurs regards silencieux qui contenait des conversations entières. « Alors, même si vous ne pouviez pas être là pour quelque chose d'important, on aurait quand même vos mots, » raisonna Lucy, saisissant le concept avec une maturité surprenante. « Exactement, » confirma Jason. « Quoi qu'il arrive, je voulais que vous ayez quelque chose pour ces jours importants. » Ce soir-là, après que les jumelles se furent endormies dans leur chambre de la forêt enchantée, désormais un élément permanent de l'appartement de Jason pour leur séjour régulier, Amanda et Jason s'assirent sur la terrasse de son penthouse. L'air d'automne était vif, portant les bruits lointains de la ville en contrebas. « Les filles m'ont parlé des lettres, » dit Amanda, resserrant son cardigan autour de ses épaules. Jason hocha la tête, un peu gêné. « Elles les ont trouvées avant que je ne sois prêt. »« C'est un geste magnifique, » dit-elle. « Mais cela me fait me demander, quels sont vos plans maintenant, Jason ? » « Des plans pour votre implication avec nous, » précisa-t-elle. « La crise passe. Je retournerai travailler à temps partiel le mois prochain. Les filles sont de retour à l'école à plein temps. » Elle le regarda directement. « Nous n'aurons plus besoin d'être secourus. » La question le prit par surprise, bien qu'avec le recul, elle n'aurait pas dû. Leur relation inhabituelle s'était formée dans des circonstances extraordinaires, des circonstances qui changeaient maintenant. « Les filles ont besoin de stabilité, » continua doucement Amanda. « Et vous êtes devenu une partie de cette stabilité. Elle parle de vous constamment. Lucy fait des dessins de vous dans son cours d'art plastique. La maîtresse de Lily dit qu'elle explique les coups d'échec à quiconque veut bien l'écouter, mentionnant toujours comment Monsieur Jason lui a appris.
Jason sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Au cours des 9 derniers mois, ces 3 personnes étaient passées d'un projet caritatif à quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé, une sorte de famille. J'aimerais rester dans leur vie, dit-il finalement. Pas comme un bienfaiteur ou comme une figure paternelle de remplacement, mais comme quelqu'un d'engagé pour leur bien-être. Pour votre bien-être. Il hésita. Si c'est quelque chose que vous voudriez. Amanda l'étudia, sa perspicacité d'infirmière lisant plus que ses mots ne le disaient. Après un long moment, elle fouilla dans son sac à main et en retira une enveloppe. J'ai écrit ça pendant les longues nuits à l'hôpital, expliqua-t-elle en la lui tendant. Quand la douleur était forte et que le sommeil ne venait pas. Je n'étais pas sûr de vous la donner un jour. L'enveloppe portait son nom, écrit de la main soignée d'Amanda. Vous n'avez pas besoin de la lire maintenant, dit-elle en se levant de sa chaise. Mais elle explique ce que votre intervention a signifié. Pas seulement le soutien financier ou le traitement médical, mais comment vous avez transformé 3 vies quand nous en avions le plus besoin. Elle l'embrassa légèrement sur la joue avant d'entrer pour voir ses filles, laissant Jason seul avec l'enveloppe, un pont entre leur urgence passée et l'avenir quel qu'il soit qui pourrait se dessiner. Du bord de la terrasse, il pouvait voir le centre d'oncologie Catherine Blackwood presque achevé, illuminé contre le ciel nocturne. Un héritage différent des tours d'appartements de luxe qu'il avait autrefois prévus, mais infiniment plus significatif. La lettre attendait entre ses mains, son contenu un mystère qui l'intriguait et l'intimidait à la fois. Quoi qu'Amanda ait écrit pendant ces sombres nuits d'hôpital, cela façonnerait le prochain chapitre d'une histoire dont il ne s'attendait jamais à faire partie, mais dont il ne pouvait plus imaginer être absent. 6 mois après la confirmation de la rémission d'Amanda, 15 mois depuis ce jour fatidique où 2 fillettes de 6 ans déterminées étaient entrées dans le bureau de Jason, une élégante voiture noire serpentait le long de la route côtière de Rhode Island. À l'intérieur, Jason conduisait tandis qu'Amanda était assise sur le siège passager, les jumelles bouillonnant d'excitation à l'arrière. « On est presque arrivé ?» demanda Lily pour la 20e fois peut-être. « Juste après ce virage », promit Jason, ralentissant à l'approche d'une allée privée bordée d'érables centenaires. La maison apparut progressivement, une gracieuse structure en bardeaux perchée sur une falaise surplombant l'Atlantique. De grandes fenêtres capturaient la vue panoramique sur l'océan, tandis que des porches enveloppants offraient des espaces extérieurs abrités. Le cottage original centenaire avait été judicieusement agrandi et restauré, conservant son charme historique tout en incorporant des conforts modernes. « C'est ça ?» chuchota Lucy, sa voix habituellement calme encore plus douce d'admiration. « C'est ça », confirma Jason, arrêtant la voiture dans l'allée circulaire. Les jumelles sortirent de la voiture en un instant, courant vers la maison avec un enthousiasme débridé. Amanda se déplaça plus délibérément, renforçant encore son endurance après des mois de traitement. « C'est encore plus beau que sur les photos », dit-elle alors que Jason lui offrait son bras pour la soutenir sur le chemin de pierre. « Attendez de voir l'intérieur », répondit-il. Les filles ont aidé à concevoir pratiquement chaque pièce. L'intérieur révéla la collaboration réfléchie entre Jason et les jumelles, des espaces lumineux avec des meubles confortables, des murs peints dans les bleus et verts doux que les filles avaient choisis, et d'innombrables touches personnelles. L'influence artistique de Lucy se manifestait dans les œuvres d'art et les palettes de couleurs soigneusement choisies, tandis que la nature pratique de Lily était évidente dans les solutions de rangement astucieuses et les espaces polyvalents. « Ta chambre est en haut, maman », appela Lily, déjà à mi-chemin de l'escalier. Amanda suivit les guides touristiques enthousiastes jusqu'à la chambre principale, où des baies vitrées encadraient l'Atlantique, exactement comme les jumelles l'avaient insisté. La vue depuis le lit capturait l'horizon, les matins chanceux, on pouvait apercevoir des dauphins jouer dans les vagues. « On a tout choisi », expliqua fièrement Lucy, montrant le coin lecture et la banquette de fenêtres. « Même les oreillers. »« Et regarde », ajouta Lily, ouvrant en grand les portes d'une salle de bain avec une baignoire îlot positionnée pour profiter de la même vue magnifique. Après avoir exploré chaque recoin de la maison, ils se dirigèrent vers la vaste terrasse arrière. En contrebas, des marches en pierre menaient à une plage privée, tandis qu'à proximité, le jardin promis prenait vie avec les premières plantations printanières. Les jumelles descendirent en courant vers le rivage, impatientes de tester l'eau encore fraîche, laissant Amanda et Jason seuls sur la terrasse. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, » dit Amanda, regardant ses filles sur la plage en contrebas. « Il y a un an, je les préparais à un avenir sans moi. Maintenant, vous avez tout le temps du monde, » termina Jason, le soulagement palpable dans sa voix. «
Le centre d'oncologie Catherine Blackwood fonctionnait depuis 3 mois maintenant, changeant déjà le sort de dizaines de familles. Sous la direction révisée de Jason, Blackwood Enterprises avait adopté une nouvelle orientation stratégique axée sur le développement durable, récupérant sa valeur marchande à mesure que les investisseurs reconnaissaient les avantages à long terme des priorités évoluées de l'entreprise. Vous deux ne m'avez jamais dit exactement ce qui était écrit au dos du dessin que les filles vous ont donné ce premier jour, dit Amanda en se tournant vers lui. Jason prit sa main, un geste devenu naturel entre eux au cours des derniers mois. Outre la demande d'aide, il y avait une note plus petite, presque cachée dans le coin, admit-il. Il était écrit « Maman dit que tu as l'air triste, comme nous. Peut-être qu'on peut être moins triste ensemble. » Amanda sourit, comprenant l'impact que ces mots enfantins avaient dû avoir. « Et c'est ça qui vous a fait pleurer ? Un milliardaire ému par l'intuition d'enfant ?» Jason baissa les yeux sur Lily et Lucy construisant un château de sable, leur rire porté par la brise marine. J'ai réalisé que 2 fillettes de 6 ans voyaient ce que je me cachais à moi-même depuis des décennies. La transformation en 15 mois avait été remarquable pour eux tous. Amanda avait repris le travail d'infirmière à temps partiel, dirigeant maintenant un programme spécial au centre Catherine Blackwood pour les familles de patients pédiatriques. Les jumelles s'étaient épanouies, leur résilience naturelle renforcée par la sécurité et la stabilité. Et Jason avait redécouvert des parties de lui-même longtemps enfouies sous l'ambition et le détachement émotionnel. « Que se passe-t-il maintenant » demanda doucement Amanda. Jason réfléchit à la question. Le voyage qui avait commencé par un simple dessin avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper, une connexion qui transcendait la gratitude ou l'obligation. « Maintenant, dit-il, nous allons trouver ensemble, jour après jour. » Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, Jason et Amanda descendirent les marches de pierre pour rejoindre les jumelles sur la plage. Les filles les enrôlèrent immédiatement pour les aider avec le château de sable élaboré, attribuant des tâches avec l'autorité confiante d'enfants qui savaient qu'elles étaient aimées. Tous les 4 travaillèrent côte à côte alors que la lumière de l'après-midi devenait dorée, créant quelque chose d'éphémère mais de significatif, un peu comme la famille qu'ils étaient devenus. Non par le sang ou l'obligation, mais par choix, par les circonstances et par le pouvoir transformateur de l'amour. Les vagues de l'océan finiraient par emporter leur château de sable, tout comme le temps apporterait de nouveaux défis. Mais alors que Jason aidait Lucy à fixer un coquillage au sommet de la plus haute tour, il sut avec une certitude absolue que, quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Certaines fortunes, avait-il appris, ne pouvaient se mesurer en immeubles ou en comptes bancaires. La vraie richesse était ici, sur cette plage, dans les rires de 2 petites filles autrefois effrayées et dans la force tranquille de leur mère. Une famille qui l'avait sauvé d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre.